Bienvenue, bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier symposium Sator en direct du loft Nahama à Paris. Symposium Sator dédié ce soir à l'art de la stratégie avec un invité exceptionnel. Bonsoir, Général Vincent Desportes. Bonsoir. Alors peut-être avant de commencer, quelques mots sur Sator puisque nous sommes un projet jeune. Sator a 2 semaines d'existence. Publiquement, ça fait de nombreux mois qu'on y travaille en sous-marin. Sator, qu'est-ce que c'est? Sator, c'est la première plateforme de grands cours vidéo, de grands MOOC dédiés aux enjeux du monde qui vient. En gros, c'est une série de cours d'une dizaine d'heures, en épisode d'une demi-heure, donc un format quelque part série Netflix, sur tous les grands enjeux de compréhension du monde et de compréhension de soi, puisque pour nous, les deux sont liés. L'idée, c'est qu'on va voir ceux qu'on estime être les plus avant-gardistes dans leur domaine, et on leur propose ce format qui est long, format qui permet de rentrer en détail dans la connaissance. En 10 heures, on a le temps de creuser peut-être aussi profondément que dans un livre, dans un essai. Mais voilà, c'est de la vidéo avec une esthétique qu'on espère réussie, vous nous le direz, sator.fr, et avec un accent particulier sur la pédagogie, puisque on aime bien inciter nos professeurs à mélanger ce qu'on appelle du savoir froid, théorique, scientifique, empirique, et du savoir chaud, vécu, incarné, anecdotique. Et l'articulation des deux fait une pédagogie innovante qui marque et qui, comme dirait un invité ici présent, délivre dans le réel, qui permet d'avoir des outils concrets pour bouleverser son quotidien. Cher Vincent Desportes, merci pour votre présence. Vous êtes le premier cours qu'on a tourné, donc dédié à l'art de la stratégie. C'est un cours de 9h30 qui offre en fait clé en main tous les outils pour devenir un grand stratège. C'est un cours qui, moi, personnellement, m'a passionné. Je suis un peu partie prenante quand je dis ça, mais un cours qui articule des outils concrets. Avec mes mots, en gros, l'expertise et la sagesse du monde militaire transposée au civil. Et puis, un cours qui nous permet aussi, à travers de nombreux exemples historiques, de se mettre tantôt dans la tête de Napoléon, de Roosevelt, de Gaulle, des plus grands stratèges de l'histoire, pour comprendre ce que c'est que la pensée stratégique et l'appliquer. Alors, Vincent Desportes, vous êtes difficile à présenter puisque vous avez un curriculum assez imposant. Vous avez fait tous les échelons de l'armée, en commençant par le premier qui est soldat, puis général, jusqu'à général. Vous avez dirigé l'école de guerre, donc vous avez formé les autres généraux à l'art de la stratégie. Vous êtes par ailleurs historien, vous êtes théoricien de la stratégie à travers tous vos ouvrages. Il y aurait beaucoup à dire. En fait, je pense que je vais vous laisser vous présenter, ça va être plus simple. Merci beaucoup. Alors d'abord, j'ai déjà été présenté assez largement. Je ne veux pas évidemment en rajouter, mais ma caractéristique de base, c'est effectivement d'avoir été soldat très longtemps, de presque le plus bas jusqu'à presque le plus haut. Et c'est bien ce métier de soldat qui m'a donné la passion de la stratégie, parce que j'ai compris dans les conflits dans lesquels j'ai eu à être projeté, à intervenir, dans les guerres que j'ai étudiées parce que je suis historien, j'ai compris au fond l'importance vitale de la stratégie. Donc c'est ma légitimité à vous parler, c'est ça. Et puis quand j'ai quitté mon métier de soldat, on part jeune, hélas, j'ai pensé que je pouvais transmettre ça, mon savoir acquis de mes études, mais surtout de mon expérience. J'ai pensé que je pouvais la transmettre, donc je me suis tourné vers la jeunesse de France, et donc ça fait 12 ans que j'enseigne la stratégie à Sciences Po, puisque j'y suis professeur d'une université associée et que je l'ai enseigné pendant 11 ans à HEC. Et puis j'ai créé un cabinet de conseil en stratégie d'entreprise. Et le gros de mes journées, le fond de mes journées, c'est de faire du conseil en stratégie avec une volonté, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, c'est de ramener la stratégie au simple. La stratégie, les gens ont peur, se cachent, n'en font pas parce qu'ils ont peur de ça, ils ne savent pas ce que c'est. Et moi je prétends qu'au fond c'est plutôt simple, c'est abordable. Au fond, c'est quelques questions posées dans le bon ordre, quelques questions, vous l'avez dit, qui partent du concret et qui délivrent dans le réel. La stratégie, ce n'est pas de la philosophie. La stratégie, c'est produire de l'efficacité, produire des résultats avec les femmes et les hommes qui sont confiés aux stratèges pour produire ce résultat. Merci, on va y revenir, c'est tout l'objet de ce soir. Quelques mots avant, on est en direct sur plusieurs réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Twitch. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je les recevrai ici et puis je les poserai à Vincent Desportes. N'hésitez pas non plus à peut-être presser le bouton like, ça nous permettra de triompher un petit peu des algorithmes. Et sur ce, Vincent Desportes, première question pour aller rentrer dans le dur.
en fait, c'est quoi la stratégie et c'est quoi être stratège? Alors c'est la question la plus difficile parce que la stratégie est un objet social, un objet intellectuel finalement mal défini ou trop défini. Quand vous ouvrez un livre de stratégie, vous avez une définition et chaque livre a sa définition. Donc moi je peux vous donner ma définition, ou plutôt ma perception de la stratégie. D'abord ce que je sais, c'est que le stratège est quelqu'un qui veut absolument, qui veut quelque chose. Le stratège est quelqu'un qui a la passion de l'avenir, qui sait que s'il reste dans le présent, en particulier s'il est chef d'entreprise, il va disparaître. Donc le stratège et la stratégie, c'est d'abord vouloir un avenir et donc définir un avenir. Derrière, c'est créer les conditions qui permettront de l'engendrer. Et donc, quelque part, le stratège ou la stratégie, c'est un avenir que je veux et c'est les conditions que je crée pour y parvenir. Et tout le cours Sator, c'est bien quelles sont les conditions et comment je crée les conditions, comment je peux faire pour façonner le présent, pour le ramener vers l'avenir que je veux produire. Le stratège est un rêveur d'avenir, mais un réalisateur d'avenir. Donc je veux l'avenir, je le rêve et je le crée parce que j'en crée les conditions. Et donc, je crée l'avenir et je crée la route qui y conduit. Mais cette route, le stratège est forcément quelqu'un qui va faire un pari, parce qu'il fait un pari sur l'avenir. Dans 2 ans, avec mon entreprise, je serai là, avec mon association, avec mon armée, je serai là dans 2 jours. Donc c'est toujours un pari sur l'avenir. Donc la stratégie, c'est aussi une prise de risque permanente, c'est un pari permanent sur l'avenir. C'est pour ça qu'on peut dire aussi que la stratégie, c'est une vision, une ambition, qui est la source même de la stratégie, c'est le chemin ou les conditions que je crée pour y aller, mais c'est aussi conduite, parce que la stratégie, elle se déploie dans le réel, et donc à chaque instant, je devrais adapter mon chemin pour lui permettre de produire ce que je veux produire. C'est pour ça que je crois que le terme de plan stratégique est un oxymore. En fait, en stratégie, il y a des projets. Je prépare un chemin et je sais que je devrais l'adapter. Donc la stratégie, également ambition, chemin et conduite. Mais évidemment, le stratège n'est pas seul. Le stratège, il est responsable, dirigeant d'entreprise, dirigeant d'association, dirigeant militaire. Et il sait bien que, au fond, ce qui va créer de la valeur, ce n'est pas lui, c'est les femmes et les hommes qui sont avec lui. Et donc, il va falloir qu'il crée les conditions matérielles, mais qu'il crée les conditions humaines. C'est pour ça que le stratège, je définirai aussi la stratégie comme cela. La stratégie, c'est vouloir absolument, mais c'est aussi faire vouloir. Parce que si vous ne faites pas vouloir aux femmes et aux hommes qui vous sont confiés, eh bien, rien ne se passera. C'est pour ça que je ne peux pas, il est impossible de séparer l'art de la stratégie de l'art du leadership, qui est un des moyens fondamentaux de guider, d'amener les femmes et les hommes vers l'ambition qui vous paraît bonne pour vous et également pour eux. Vous êtes historien aussi et dans votre cours Sator, vous définissez l'émergence de la stratégie autour du 5e siècle avant Jésus-Christ, à la fois en Grèce, dans la guerre du Péloponnèse, et en Chine, à l'époque des royaumes combattants. Et vous dites que la stratégie naît à ce moment-là pour répondre à des contraintes qui sont similaires. Quelles sont ces contraintes et est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur la genèse de la stratégie ? Écoutez, volontiers, volontiers. Alors, moi, mes étudiants m'ont posé la question souvent, d'où vient la stratégie? Alors, j'ai ludé, je donnais une mauvaise réponse, etc. Et puis, en principe, je suis un peu universitaire, donc j'ai été chercher. Et j'ai effectivement découvert que la stratégie était née de 2 côtés de la Terre, au même moment, et surtout pour des raisons qui sont semblables. Et alors, pourquoi? Alors, un côté de la Terre, c'est la Chine classique. C'est le premier empire chinois qui naît 1000 ans avant Jésus-Christ. Et ce premier empire chinois va se déchirer très rapidement entre les différents rois qui sont les vassaux du premier empereur chinois. Et donc on va passer du temps du printemps et des automnes, des printemps et des automnes, au temps des royaumes combattants. Que veulent ces rois? Chacun des rois veut devenir empereur. Et donc chacun des rois a un désir d'avenir. Et le stratège a un désir d'avenir. Moi, je veux devenir empereur. Et donc le premier élément, on le retrouve, une ambition. Pas d'ambition, pas de stratégie. Donc, je dois entrer en stratégie. Pourquoi faut-il non seulement faire de l'optimisation des ressources, mais de la stratégie?
parce que j'ai des volontés qui me sont opposées. Et c'est le cas de chacun des royaumes, puisqu'il y a 7 royaumes et que chaque roi est opposé à la volonté perpendiculaire des 6 autres rois. Donc il va falloir qu'ils manœuvrent autour de ces volontés. Et ça, c'est bien les 2 éléments fondamentaux. J'entre en stratégie parce que j'ai une ambition et parce que j'ai des volontés autour de moi qui cherchent à m'en empêcher. Et donc, il va falloir que je finasse, que je trouve quelque chose et que je monte ma stratégie. Et quel est le problème auquel se trouvent très vite confrontés les rois? C'est qu'ils ont des moyens limités. Pourquoi? Parce que chaque armée, chaque royaume a une armée, mais cette armée, elle est exactement 6 fois moins forte que la somme des autres armées. Et donc, si j'attaque bille en tête, selon la bonne expression militaire, si j'attaque bille en tête, au 2e royaume, ce sera plié et c'est l'autre qui continuera. Et donc, il va falloir faire preuve d'intelligence. Et donc là, on trouve un des éléments qui n'est pas la stratégie, mais qui est toujours au cœur de la stratégie, c'est le problème de l'emploi des ressources, c'est le problème du rendement, qui est toujours au cœur de la stratégie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, et pourquoi je dis que la stratégie n'est là? Parce que le premier livre de stratégie n'est là, c'est L'art de la guerre de Sun Tzu, qui apparaît au 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui est un livre de conseils aux différents rois. Et c'est le roi qui suivra le mieux les conseils de Sun Tzu, d'ailleurs, c'est le roi du royaume de Qi qui finira par l'emporter. Alors de l'autre côté, on est en Grèce. Et en Grèce, on est dans un problème qui est similaire et un peu différent. La différence est également intéressante, mais il est similaire en ce sens que, autour de la mer Égée, on a 2 empires, au fond, qui se font face. Il y a la Ligue de Délos, qui est l'empire athénien, avec tous les royaumes autour de la mer Égée que Athènes a réussi à vassaliser, en quelque sorte. Et de l'autre côté, vous avez la Ligue du Péloponnèse, qui, elle, est dirigée par Sparte. Et Athènes, après avoir conquis l'intégralité, enfin tout le pourtour de la mer Égée, veut évidemment aller prendre Sparte et conquérir l'intégralité de la Grèce. Et donc Sparte est évidemment opposée. Donc Sparte va dire, moi je vais conquérir la Ligue de Délos. Et donc on voit là, même chose, 2 désirs d'avenir. Sparte veut conquérir Athènes et Athènes veut conquérir Sparte. Donc on a 2 volontés d'avenir dont vous notez qu'elles sont totalement orthogonales. Et évidemment, et là encore, il va falloir faire preuve de stratégie. Et ces deux empires ont des problèmes de moyens. Pourquoi? Parce qu'Athènes est une puissance de la mer, une thalassocratie, elle a beaucoup de navires, mais peu de marins, de soldats, peu d'hoplites. Et donc il va falloir qu'elle obtienne le meilleur rendement des quelques soldats dont elle dispose. Sparte, c'est l'inverse. Sparte, puissance de la terre, beaucoup de soldats, peu de marines. Et là, Sparte comprend qu'il va falloir utiliser sa flotte au mieux pour arriver à vaincre Sparte, et d'ailleurs, Athènes, et Sparte va vaincre Athènes sur la mer. Donc on a la même chose, une ambition, une opposition de volonté et un problème de rendement. Pourquoi est-ce que je dis que la stratégie apparaît là? Parce que le terme même de stratégie apparaît là. Stratégie, ça vient, je prononce mal le grec, mais ça vient de stratos egein, c'est l'armée que je pousse en avant. Le terme vient de là. Mais ce qui est aussi intéressant, il y a 2 choses intéressantes. C'est que, d'une part, la stratégie va tout de suite trouver sa globalité dans cette affaire-là, sa vision systémique. La stratégie est systémique. Pourquoi? Parce que très vite, les stratèges d'Athènes vont comprendre que cette guerre n'est pas un problème militaire. Aucune guerre n'est un problème militaire. Toutes les guerres sont des problèmes diplomatiques, économiques, sociaux, etc. On le voit très bien dans la guerre en Ukraine aujourd'hui. Le problème militaire existe, mais si vous ne réglez pas les autres problèmes, ça ne fonctionne pas. Et donc, très vite, la guerre de Péloponnèse va durer 30 ans. Et donc, les Athéniens doivent trouver des soldats, doivent faire en sorte que leurs esclaves deviennent citoyens. Il faut qu'ils trouvent une économie qui leur permette de durer pendant 30 ans. Il faut qu'ils trouvent des alliés pour renforcer leur camp. Et donc, apparaît là l'aspect systémique de la stratégie. La stratégie est toujours un rapport au monde. La stratégie, c'est un rapport entre le soi et le non-soi. C'est le rapport entre une entité et le reste du monde, contrairement à la tactique qui s'intéresse également, qui s'intéresse surtout à l'objet lui-même. Alors, je reviens un tout petit peu sur, et là naissent les différences entre les stratégies de type asiatique ou chinois et les stratégies de type occidental. Vous avez vu qu'en Chine, on a 7 concurrents. En Grèce, on a 2 concurrents. Et donc, la stratégie occidentale, c'est une stratégie de type frontal. Je m'oppose directement à l'autre puisqu'on n'est que 2.
Dans le cas de la Chine, ça n'est pas ça. Si je m'oppose directement à l'un, je suis battu. Et donc, il va falloir user de ruses, de méandres, etc. Et on retrouve ça profondément dans tous les textes stratégiques de culture occidentale, alors que le livre de Sun Tzu et tous les écrivains chinois vont, et la Chine aujourd'hui est toujours dans ce modèle-là, décrire qu'au contraire, il faut contourner, ne pas attaquer frontalement, et Sun Tzu nous dit la meilleure bataille, c'est celle qu'on n'a pas conduite. Et le bon général, c'est celui qui n'a jamais conduit de bataille. Alors que chez nous, et en Chine, on n'a pas de statut de généraux, par exemple, ça n'existe pas. Parce qu'il n'a pas gagné de bataille, on ne peut pas faire de statut. Alors qu'aller dans les cimetières, par exemple à Arlington, le cimetière américain de Washington, c'est incroyable. Vous avez tous les généraux de la guerre civile qui sont là parce qu'ils ont gagné des batailles. Donc on voit que ces deux modèles sont intéressants parce que d'une part, c'est là où on trouve le creuset de la stratégie et c'est là aussi où on trouve la différenciation entre les deux grandes écoles de stratégie, la stratégie occidentale et la stratégie asiatique. Et vous l'avez mentionné, un des problèmes fondamentaux, c'est le problème du rendement. C'est comment est-ce que je fais un maximum avec un minimum de ressources, que ce soit des troupes ou d'autres types de ressources économiques ou logistiques. Vous avez conceptualisé ce que vous appelez l'effet majeur, c'est-à-dire trouver ce point de levier qui permet de faire un maximum avec un minimum. Qu'est-ce que c'est que l'effet majeur? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'effets majeurs issus à la fois du monde militaire et du monde de l'entreprise? Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, rendons à César ce qui est à César. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce concept-là. Moi, j'essaye de le rendre utilisable par tout le monde. C'est bien un principe militaire fondamental des armées occidentales. Quelles que soient les armées occidentales, leur nationalité ou leur couleur, vert, bleu, etc., c'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce que les armées sont toujours frappées par cette nécessité d'efficience. Une armée, posez la question à Vladimir Zelensky, il vous le dira, il n'y a jamais assez de bateaux, jamais assez d'avions, jamais assez de missiles, etc. Donc il faut les utiliser à bon escient. Et donc il faut trouver l'endroit où je vais faire porter la valeur pour qu'elle en produise le maximum. C'est de là qu'est née cette idée d'effet majeur, c'est-à-dire que le stratège doit absolument se concentrer sur l'essentiel, donc déterminer cet essentiel. Et cet essentiel, l'armée de terre française et les autres armées utilisent le même concept mais ont d'autres mots, c'est l'effet majeur. Qu'est-ce que c'est que l'effet majeur? C'est la condition nécessaire et suffisante pour parvenir au résultat. Prenons un exemple trivial mais qui marche bien. Imaginons qu'il y a une montagne et je dois aller placer mon caillou qui est d'un côté de l'autre côté de la montagne. Je ne peux pas faire un tunnel et je ne peux pas passer à côté. D'accord? Voilà. Et donc, la question est, quel est mon effet majeur? Quelle est la condition nécessaire et suffisante pour que mon caillou passe de l'autre côté? La réponse est triviale. Elle est simple. Il faut que le centre de gravité de mon caillou ait dépassé d'un millième de millimètre le fait de la colline, et à ce moment-là, mon caillou va rouler de lui-même. Donc, ce n'est pas la peine que j'engage de la valeur ailleurs, puisque ça, c'est suffisant. Donc, le chef d'entreprise, ses OPEX et les CAPEX, il va les mettre avant. Donc, il faut qu'il détermine ces sommets de montagne qui vont lui donner le résultat. Et pour le chef militaire, moi, chef militaire, je n'ai pas le droit de faire couler le sang d'un seul soldat après ce sommet de montagne, parce que ce serait immoral, parce que ça n'était pas nécessaire. Et donc, dans les manœuvres militaires, on va aller chercher ces 2 ou 3 sommets de colline, ces batailles, ou un point dans la bataille, qui permet finalement de l'emporter à moindre coût. Et le chef d'entreprise, c'est évidemment la même chose. Il a intérêt à trouver ces 2-3 batailles qui lui permettent de gagner. Je vais vous donner un ou deux exemples, par exemple. Un exemple que chacun connaît, Jeanne d'Arc. Formidable, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle quitte Domrémy pour aller à Vaucouleurs, chercher des chevaliers et pour aller vers le futur roi de France, qui n'est toujours pas roi de France, et qui est le fils de Charles VI, le Fou, ce qui a son importance. Et ce qui est intéressant dans l'exemple de Jeanne d'Arc, c'est qu'on voit bien d'une part son ambition et d'autre part son effet majeur. Quelle est l'ambition de Jeanne d'Arc, je vous pose? Que veut faire Jeanne d'Arc quand elle quitte elle veut bouter les Anglais hors de France. Est-ce qu'elle peut le faire, cette frêle jeune fille de 14 ou 15 ans? Non, elle a cette vision qui lui a été donnée. Les Anglais doivent partir. Mais elle sait que ce n'est pas possible et elle sait qu'elle ne peut pas le faire. Et alors les voix, je ne sais pas qui lui dit, eh bien il y a une solution. Et cette solution, c'est laquelle? Vous ne le savez pas. Si vous le savez, cette solution, c'est de faire couronner le futur Charles VII.
parce qu'il n'y a plus de France, il n'y a plus de roi en France. Et donc, il y a tout un périple de Jeanne qui va à Rouen, qui va pas à Rouen, qui va... Orléans. Pardon ? Orléans. Orléans. Enfin, Orléans, c'est après. Enfin, bref. Qui va, Reims. elle va d'abord au bord de la Loire, j'oublie. Mais enfin, elle trouve le roi, et finalement, peu importe, elle finit par convaincre le roi d'aller en territoire ennemi, à Reims, parce que la Champagne est sous gouvernement bourguignon, qui sont alliés de nos ennemis héréditaires qui s'appellent les Anglais. Bon, à ce moment-là, naturellement. Hein, et donc, finalement, elle le persuade, et Charles VI, enfin le fils de Charles VI, le fou, devient Charles VII. Et le bruit s'en répand dans les campagnes de France, et les Français, non pas par SMS, mais de bouche à bouche, sont émerveillés. Dieu a choisi quelqu'un. Comment se peut-il qu'un jeune prince ait pu devenir roi en traversant un pays ennemi ? Tout d'un coup, la France existe à nouveau, le roi existe, les armées reviennent ensemble, et en quelques années, ces armées françaises vont bouter l'anglais hors de France. Il y a d'autres exemples. Par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, on le sait peu, mais il y a un effet majeur qui est défini par Roosevelt et Churchill, qui sont les deux grands stratèges occidentaux dès le départ, c'est le débarquement de Normandie. Les deux ensemble, à partir de juin 1941, comprennent que pour prendre Berlin, il faudra faire rentrer quelque part en Europe, entre Oslo en Norvège et Dubrovnik en Croatie, 500 000 hommes capables de marcher jusqu'à Berlin. C'est leur effet majeur. Alors la question en 1941, est-ce qu'on peut le faire ? Ben non, on ne peut pas le faire. Parce que l'armée américaine, il n'y en a pas, enfin c'est 300 000 hommes pas équipés, etc. L'armée allemande, c'est 6 millions très équipés, ils viennent de conquérir l'Europe, etc. Et donc, je vois l'effet majeur, mais je ne peux pas le faire. Et donc, on est dans une démarche stratégique remarquable. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux faire tomber Berlin. Au milieu, la condition nécessaire et suffisante, c'est de faire entrer 500 000 hommes quelque part en Europe. Les conditions ne sont pas créées, alors je les crée. L'industrie américaine devient juste l'arsenal des démocraties, selon le mot de Roosevelt. L'Amérique s'arme elle-même, va produire 14 millions d'hommes parfaitement armés. Elle va armer la Grande-Bretagne, elle va armer la France, etc. Ils vont aller se battre parce qu'ils ne se sont jamais battus. Ils vont se battre en Afrique du Nord, en Sicile, en Italie. Pendant ce temps-là, je bombarde l'Allemagne pour casser l'industrie militaire allemande. Je crée les conditions. Et puis, le 6 juin matin, on tente le coup. On s'est assuré que ça pouvait marcher quand même. Et le 6 juin à midi, 6 juin 1944 à midi, on a 156 000 hommes là-haut sur la falaise de Vierville, au-dessus d'Omaha Beach. À ce moment-là, Hitler est mort. Il ne le sait pas encore, mais il est mort. Et le caillou va rouler jusqu'en bas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des batailles, parce qu'il y aura deux grandes batailles qui seront la bataille des Ardennes, qui sera difficile, et puis la bataille du franchissement du Rhin. Mais à partir du moment où la puissance allemande pouvait se déverser entre Cherbourg et Caen, sur les ports, etc., le port d'Arromanches, Hitler était fini. Là, un très très bel exemple d'effet majeur. Je vais vous donner un exemple d'entreprise, par exemple. Un jour, je travaillais pour une entreprise qui faisait du cuir de qualité. Et son envie, son ambition, c'était de faire du cuir de luxe. Ils faisaient du bon cuir, mais ils n'étaient pas véritablement, ça n'allait pas. Alors, ils dispersaient un peu leurs moyens en cherchant à faire la cour à Chanel, à faire la cour à Dior, à faire la cour je ne sais pas, il faut demander aux dames quelles sont les différentes sortes de bagues. Et puis, ça ne prenait pas. Et donc, en travaillant un peu, on s'est dit, au fond, il y a dispersion. Cherchons un effet majeur. Cet effet majeur, on l'a trouvé, on s'est dit, il faut être référencé chez Hermès. Alors là, tous les efforts de communication sont allés vers Hermès, et au bout d'un moment, Hermès a dit « Ok, votre cuir est bon, je le référence ». Et à partir du moment où ils ont gagné la bataille d'Hermès, eh bien, tout le monde est venu les chercher. Quand je dispersais, je ne parvenais à rien. Quand je me concentre sur la bonne bataille, je la gagne, et le reste vient comme cela. Des exemples comme ça, j'en ai plein. Moi, je travaille en entreprise, essentiellement à partir de cette idée de concentration des efforts sur les 2 ou 3 batailles qui, ensemble, organisées en système, vont produire le résultat final que je recherche. Peut-être que notre effet majeur à nous, c'était d'avoir le général Vincent Desportes pour secours l'art de la stratégie. Et justement, vous avez parlé de la campagne de Normandie. Vous y revenez dans votre course à tort et à ce moment-là, vous racontez un petit peu l'élaboration de cette opération incroyable et vous dites que les Alliés ont su retourner la carte, c'est-à-dire se mettre
aussi dans la tête des adversaires. En quoi c'est important de retourner la carte? Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Oui, vous avez raison. Enfin, ils ont su et ils n'ont pas toujours su. Et les erreurs sont venues des moments où ils n'ont pas su. Et c'est intéressant de revenir, si vous permettez, à l'actualité, parce que l'actualité est importante. Quand on regarde pourquoi, pas pourquoi, mais qu'est-ce qui est une des causes de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie? C'est que personne n'a été capable de retourner la carte. Les erreurs ont été réparties. Le président Poutine s'est complètement trompé sur l'Ukraine. Il n'a pas compris ce que c'était. Il n'a pas compris ce qu'étaient les Ukrainiens. Ils étaient devenus une nation, il ne le savait pas. Il ne s'est pas mis dans la tête de Zelensky. Il a pensé que c'était un faible, c'était un fort, etc. Il s'est trompé là-dessus. Nous-mêmes, nous nous sommes trompés. Nous avons cru que la Russie était un pays européen. Et c'était un pays européen, et c'est un pays européen, mais ce n'était pas un occidental. La Russie n'est pas un pays occidental. Et donc, on l'a lu à travers de mauvaises lunettes. On ne s'est pas mis dans la tête des Russes pour comprendre comment ils nous voyaient. Et on n'a pas su retourner la carte en particulier, parce qu'on n'a pas compris à quel point le président Poutine nous prenait pour des dégénérés incapables de nous relever. Et nous n'avons pas compris à quel point il pensait que le rapport entre les États-Unis et l'Europe était affaibli. Il fait la guerre parce qu'il pense que nous n'allons pas nous réveiller et que nous laisserons faire et que l'Amérique ne reviendra pas. Donc des deux côtés, on s'est trompé, on n'a pas su se mettre dans la tête de l'autre. Et retourner à la carte, pourquoi? Parce que c'est une expression militaire. Nous, on dit, pour comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre, d'abord il faut essayer de rentrer dans son système d'interprétation du monde. Un système d'interprétation russe, ce n'est pas un système d'interprétation occidental, pas plus qu'un système d'interprétation chinois. Le système d'interprétation, il est fait de culture, d'expérience, de siècles et de siècles de choses qui sont passées, d'histoire, etc., de psychologie collective. On n'a pas su se mettre dans ce système d'interprétation, ce qui est très souvent le cas, parce que l'ethnocentrisme est un risque majeur pour le stratège. Je pense l'autre comme un autre moi-même. Or, l'autre est évidemment complètement différent. Donc, on retourne la carte parce que, pour dire des choses simples, si je suis sur la colline, je ne vois pas la vallée comme quand je suis dans la vallée et que je regarde la colline. Donc, je dois absolument essayer de comprendre combien l'autre a perdu de soldats la journée passée, combien il lui reste de chars, etc. Je me mets à sa place, comment il peut voir l'avenir, et alors, je peux comprendre ce qu'il veut faire. Donc, nous disons, retourner la carte, rentrer dans la tête de l'autre, nous disons même chausser les rangers de l'autre. Hein. Et si vous faites ça, alors vous avez une petite chance de comprendre ce qu'il va faire demain. Or, comme la stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est vouloir quelque chose malgré les intentions de l'autre. Et donc, la compréhension de l'autre est au cœur même de la stratégie. Je rappelle que la stratégie, les deux éléments fondamentaux, c'est mon ambition et toutes les parties prenantes, comme on dit dans l'entreprise, qui vont peut-être m'aider ou m'empêcher, en tout cas qui ne vont pas forcément converger vers mon effort. Et donc, le problème de la stratégie, c'est de comprendre les intentions des autres, c'est au cœur, et le stratège, pour faire cela, doit absolument arriver à rentrer dans la tête de l'autre, retourner la carte, rentrer dans ses rangers. Donc pour l'instant, on a vu deux outils assez opérationnels pour les dirigeants d'entreprise ou les managers. Trouver son effet majeur, toujours réfléchir à quel est mon maximum d'impact sur le réel avec mon point de bascule et effectivement retourner la tête, se mettre à la place de l'autre. Je reviens sur ce que vous aviez dit par rapport à la pensée chinoise et la pensée occidentale de la stratégie. Oui. Vous y revenez aussi beaucoup dans votre course à tort. Bien sûr. Vous dites que c'est quelque part le feu contre l'eau. Oui. Comment ça s'applique aujourd'hui, dans le sens où aujourd'hui, on est dans une situation géopolitique où on voit de plus en plus se cristalliser de grands blocs. Comment est-ce que vous analysez cette nouvelle réalité-là? Et est-ce que selon vous, le entre guillemets, camp occidental, même si ce n'est pas forcément le bon terme, mais est capable de comprendre la philosophie stratégique de Pékin ou de Moscou? Je crois qu'on a là une grande difficulté, le camp. Moi, je n'aime pas trop le terme de camp parce que j'aimerais bien qu'il n'y ait pas des camps, parce qu'on n'est pas obligé forcément de revenir 30 ans en arrière, de rebâtir un mur, etc., dans lequel nous serons beaucoup moins forts que nous ne l'étions, parce que le camp occidental, il s'est extrêmement réduit sous cette volonté de désoccidentalisation du monde qui est d'une vérité d'aujourd'hui. Donc, je
pense qu'il vaut mieux éviter de rentrer à nouveau dans des camps. Mais effectivement, le camp occidental, si je reprends votre expression, que j'aime pas beaucoup, je suis désolé, il est conduit par les Américains, pour de bonnes raisons. Il est conduit par les Américains qui sont extrêmement marqués par la culture de la puissance. Parce qu'ils sont, vous savez que la puissance est un danger en stratégie. Parce que quand je suis puissant, je pense que je n'ai pas besoin de faire de stratégie et que ma puissance me donnera tout. C'est évidemment faux. Si c'était vrai, les Américains auraient gagné au Vietnam alors qu'ils ont perdu, ils auraient gagné en Afghanistan alors que c'était une débâcle, ils auraient gagné en Irak alors que ça n'a pas été le cas, etc. Et donc, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Et donc, moi je pense que la puissance contre la ruse perd. Elle a perdu au Vietnam, elle a perdu en Afghanistan, etc. Donc, je pense qu'il faudra nous-mêmes, occidentaux, qui sommes moins marqués que les Américains par la culture de la puissance, on l'a été, mais on l'est moins parce qu'on sait bien qu'on est moins puissant, arrivions nous-mêmes à mitiger un peu la culture stratégique américaine. Moi, j'ai écrit 2 livres sur cette culture stratégique qui est très intéressante, qui est vraiment une culture de la puissance pour arriver à montrer qu'il y a d'autres voies que l'affrontement des hoplites choc à choc. Et on a bien vu les 2 discours d'hier du président Poutine et du président Biden sont quelque part assez inquiétants parce qu'on voit qu'on est là dans une espèce d'opposition frontale. Et si on reste dans l'opposition frontale, on monte aux extrêmes et puis il y en a un qui est détruit, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Donc il faut arriver à redescendre et à mélanger les 2 types de stratégies. Laquelle est la bonne? Il n'y a pas laquelle est la bonne. En tout cas, l'une et l'autre ont des qualités. Je pense que la qualité de la stratégie occidentale, c'est qu'elle est véritablement basée sur un objectif que je définis bien et vers lequel je vais. C'est une stratégie du temps court, c'est en cela aussi qu'elle est dangereuse, parce qu'elle pousse à utiliser la puissance pour y parvenir. Et donc, mais c'est quand même une qualité d'être très clair sur l'objectif. La qualité de la stratégie chinoise, c'est de savoir tirer parti des circonstances. La grande différence entre l'une et l'autre, c'est que nous créons des circonstances, alors que les Chinois utilisent des circonstances. Les Chinois disent « je laisse advenir mon résultat ». Nous forçons le résultat. Et je crois que quand vous êtes chef politique ou chef d'entreprise ou chef militaire, il faut prendre le meilleur des 2, savoir jouer des circonstances tout en conservant en permanence son objectif clairement en vue. Le but, c'est ce que dit toujours un chef militaire, mais derrière le but, je vais utiliser l'art du contournement, l'art de l'eau pour parvenir finalement à mon résultat final. Vous faites souvent le distinguo entre la stratégie et la tactique qui serait du coup du court terme, mais si je vous comprends bien, la vision occidentale de la stratégie se rapproche davantage de la tactique. Vous avez raison, on peut pas vraiment dire ça, mais ce qui est sûr, c'est que nous vivons dans le temps beaucoup plus court que les Chinois. Pourquoi? Simplement parce que les Chinois, ça fait 3 millénaires qu'ils existent en tant que, pas nation, empire, ils existent. Le premier empire chinois, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. Les États-Unis, ça a 250 ans de vie, si vous voulez. Nous, on en a 5 ou 800, ou 800, voilà. Enfin, beaucoup moins. Donc, on se vit beaucoup plus dans le temps court. Quelle était votre question? Est-ce que la stratégie occidentale est de la tactique? Oui, on sait se vivre aussi dans le temps long, mais effectivement, si on compare les 2, plus vous êtes dans le temps long, plus vous êtes dans la stratégie. La stratégie, c'est aussi savoir perdre pour gagner plus tard. Ce que savent faire parfaitement les Chinois, c'est comprendre, comme le font les Chinois, que le temps n'est pas linéaire, mais qu'il est cyclique. C'est ce qu'ont fait les Chinois pendant un siècle, ils ont été dominés, les traités inégaux à la fin du 19e siècle, etc. Et là, le président Xi Jinping comprend que la Chine est dans un temps d'opportunité qui semble s'affaiblir un tout petit peu maintenant. Mais donc, voilà, on joue dans ce temps long-là. Alors, par contre, ce qui est intéressant, si on cherche le rapport entre la stratégie et la tactique, ça, c'est un exercice que je fais faire souvent à mes étudiants. Définissez-moi la différence entre l'un et l'autre. C'est compliqué, figurez-vous. Alors, au bout d'un moment, on arrive à trouver. Mais ce qui est fondamental de comprendre, c'est qu'on a un rapport de moyens à fin entre l'autre. La tactique est au service de la stratégie. Ça a plein de conséquences.
Ça veut dire que vous ne pouvez pas définir de tactique si vous n'avez pas défini de stratégie, donc si vous n'avez pas défini d'ambition. Moi, dans les entreprises, je vois des chefs d'entreprise qui disent, bon, allez, vous êtes venus, on va faire la stratégie. Je pose la question au chef d'entreprise, mais où voulez-vous être en 2027? Ah ben ça, je ne sais pas. Ah ben je ne peux pas faire de stratégie. La stratégie, c'est aller quelque part et utiliser des moyens qui sont la tactique, qui vont être très adaptatifs pour arriver à produire le résultat final. Si on essaie de distinguer un peu les deux, par exemple, on peut dire aussi que la stratégie, elle est en exploration du futur, alors que la tactique, elle est en adaptation permanente. Le stratège explore, le tacticien adapte ou exploite, d'accord? Le stratège est en proaction. Le tacticien, il est en réaction. Et c'est ce qui est terrible dans la guerre d'aujourd'hui, c'est que l'Europe est en réaction permanente. Il n'y a pas de stratégie européenne. Vladimir Zelensky cligne de l'œil, on donne un canon. Biden fronce les sourcils, on ne donne pas d'avion. Mais on est en réaction permanente. Et c'est terrible que nous-mêmes, nous soyons en réaction permanente. Et globalement, on est en réaction, on n'a pas de projet d'avenir. Il n'y a pas de projet européen. Tout le monde, personne n'est d'accord. Et pourquoi il n'y a pas de projet d'avenir? Ensemble. Parce que la stratégie, c'est une convergence de volonté et une convergence d'action. Et actuellement, les pays européens ne savent pas ce qu'ils veulent de l'après-guerre, donc ils sont incapables de converger. Quand on n'est pas capable de converger, on fait de la tactique, et quand on fait de la tactique, on perd. Que vous l'avez aussi évoqué, mais la place de la France. C'est-à-dire que la place de la France dans l'échiquier international a tendance à diminuer depuis quelques décennies, où maintenant on n'est plus que 7e puissance mondiale, alors qu'avant on était la 5e, voire la 4e. Et peut-être que c'est aussi justement par manque d'esprit stratégique. J'aimerais avoir votre analyse là-dessus, et peut-être pas vos solutions, parce que ça serait peut-être un peu ambitieux de parler de solutions, mais peut-être qu'un pays de citoyens stratèges pourrait permettre un réessor du rayonnement de notre nation. Oui, alors moi je crois, la stratégie c'est l'art du concret aussi, hein, je parle du concret. Bon, il faut bien comprendre que les équilibres changent, que l'Europe n'est plus le continent qui domine le monde, que depuis longtemps d'autres grandes puissances ont émergé, dont les États-Unis il y a 250 ans, dont la Chine il y a longtemps qui était tombée, qui est remontée, etc. Donc, mais néanmoins, la France peut, dans l'Europe, redevenir importante. Pas dans n'importe quelle Europe, mais moi je pense que si vous voulez défendre la France, il faut qu'elle soit dans un ensemble plus grand, qui puisse s'opposer aux volontés, aux cultures qui nous sont un peu orthogonales, la culture américaine qui nous est quand même un peu orthogonale, les valeurs américaines qui nous sont quand même un peu orthogonales, et les valeurs chinoises, etc. Donc il faut arriver à être ensemble. Tout seul on est faible, ensemble. Or tous les pays européens sont fondamentalement issus de la même culture occidentale. C'est nous quand même, le berceau de la culture occidentale. Qu'est-ce que c'est la culture occidentale? C'est le droit romain, c'est la démocratie athénienne, c'est la miséricorde judéo-chrétienne, c'est les Lumières, c'est toutes ces choses-là. Eh bien, je crois que si on veut les défendre, il faut bien arriver ensemble à comprendre que l'Europe doit devenir un acteur géopolitique, un acteur stratège, capable de faire valoir ses propres intérêts. L'Occident existe, moi je crois à l'Occident, et j'y crois d'autant plus qu'il est en train de se rétrécir, c'est terrible et qu'il faut le défendre, mais l'Occident c'est principalement les États-Unis et l'Europe, après quelques petites îles éparses telles l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, mais c'est ça, et donc il faut défendre l'Occident, mais l'Occident sera encore mieux défendu si les intérêts de chacune des grandes parties convergent vers un objectif commun, et ne sont pas subordonnés l'une à l'autre. C'est ce que disait de Gaulle, allié ne veut pas dire aligné. Donc je crois que la France sera stratège, d'abord si elle arrive à faire comprendre à l'Europe qu'elle doit se défendre, qu'elle doit s'unir, et qu'on arrive à créer une Europe des nations, préservatrice de ce que nous sommes, mais dans un ensemble plus grand, qui est l'Europe, qui a apporté énormément de choses au monde et qui doit survivre. Et à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans cette direction? C'est compliqué parce que à l'échelle de quoi? De Sator? De notre individu, non, des individus. À l'échelle des individus, c'est très compliqué, Et moi, je pense que
J'espère qu'on va sortir de cette crise assez rapidement. Je ne suis pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. Et je crois qu'en tout cas, il faut se rappeler le terme de Churchill qui disait aucune crise, j'ai oublié les termes exactement, enfin, aucune crise est assez grande pour être gâchée. C'est-à-dire il faut tirer parti de la crise, c'est Nietzsche, tout ce qui ne me tue pas me rend fort. Et je crois qu'il va falloir, là, cette crise-là va modifier totalement l'Europe. Hein, parce qu'elle va s'agrandir, une Europe à 35 ne pourra pas être gouvernée comme une Europe à 27, parce qu'elle est profondément divisée aujourd'hui entre les pays du front, ceux qui ne sont pas au front, etc. Donc l'Europe ne survivra pas. Telle qu'elle est, il faudra la repenser. Et j'espère que cette crise va nous permettre de penser, va permettre à chacun de penser qu'il faut penser le monde autrement, il faut le penser en stratégie, le penser en volonté, en ayant un projet pour l'Europe. Il n'y a pas véritablement de projet capable de faire adhérer les Européens. Quel est le problème aujourd'hui? Vous savez, c'est que les Français et tous les pays des Européens ne croient plus en leur nation et ne croient pas encore en l'Europe. Et donc, il n'y a pas de projet global. Et donc, il faut arriver, j'espère, avoir un jour un dirigeant, je ne sais pas qui ce sera, qui arrivera à porter ce projet et qu'on arrive nous-mêmes à comprendre que c'est en fédérant nos énergies qu'on arrivera à nous protéger et à survivre dans nos intérêts et dans nos valeurs. Revenir un petit peu du coup au monde de l'entreprise, comment est-ce qu'on transpose tout ça dans le monde de l'entreprise? Vous, ça fait un certain nombre d'années que maintenant vous en accompagnez. Quelles seraient peut-être les 3 erreurs stratégiques que vous voyez le plus communément et peut-être 3 conseils que vous pourriez donner à des dirigeants d'entreprise? La première erreur du chef d'entreprise, c'est de ne pas se définir clairement un objectif à terme, 2 ans, 3 ans, à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire long terme? Ça dépend. Quand vous êtes dans l'informatique, c'est 1 an. Quand vous êtes dans l'automobile, c'est 5 ans, dans l'avion, c'est 10 ans, et dans la fusée, c'est 20 ans. Mais un objectif dans le long terme de mon domaine d'action. Tant que je n'ai pas fait ça, eh ben, comme la stratégie est convergence, je ne peux pas faire converger. J'ai besoin d'un point de convergence. Et ça, c'est une erreur très fréquente de ne pas avoir de point de convergence et de vouloir faire de la stratégie. Quand je n'ai pas de point de convergence, eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est bien et ce qui est mal. Vous savez, comment pouvez-vous juger des circonstances? Comment pouvez-vous savoir, quand vous faites de la voile, si le vent est bon ou si le vent est mauvais? Il faut écouter Sénèque. Sénèque vous dit, il n'est de bon vent que pour celui qui sait dans quel port il va. La bonne traduction, c'est dans quel port il va. Donc, je dois avoir besoin d'un port, P-O-R-T. Hein. Et donc, j'ai besoin de ça. Donc, la première erreur, c'est ça, de ne pas avoir défini clairement un point, un port d'arrivée. Alors, la question, c'est, mais je ne peux pas, tout change tout le temps, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que si vous ne le faites pas, vous allez crever. Et donc, vous allez définir un but. Ce but va peut-être changer parce que le but est pari sur l'avenir. Il y aura combien de Covid et de guerre d'Ukraine avant mon objectif? Évidemment, la stratégie, elle n'est pas fixe, elle est stable. Elle organise la stabilité à partir d'un objectif de long terme. Donc oui, je changerai très probablement mon objectif au fur et à mesure parce que je ferai point et cap régulièrement. Mais en tout cas, si je n'ai pas d'objectif, je ne peux pas faire de stratégie, je fais de la tactique, je pars dans tous les sens, je ne suis pas capable de converger, je disparais du marché. Chose simple. Le deuxième sujet, c'est ce que je disais un peu au début, c'est que je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui ne sont contents que quand ils ont fait un plan. Ah ben c'est vachement bien un plan. Parce que le plan va nous protéger des aléas puisque j'ai fait un plan. Le plan met en grand danger parce que justement, il dit aux chefs d'entreprise, ça me protège. Et les collaborateurs sont contents, le patron, il a un plan. Donc on sait exactement où on va et comment on va faire dans 2 ans. C'est évidemment faux. Et donc, je crois que la deuxième faute, c'est de croire que le plan protège, alors que ce n'est pas possible. Donc en stratégie, je ne fais pas un plan, je fais un projet. Mais alors le plan ne sert à rien? Si, bien sûr, il est utile le plan. Mais le plan, il est utile, comme pour nous militaires, il est utile jusqu'au moment où vous percutez la réalité. Nous disons, après une citation célèbre d'un grand général prussien, nous savons que aucun plan ne résiste au premier coup de canon. Donc j'ai bien besoin d'un plan, mais derrière, ce n'est pas le plan qui va marcher, c'est autre chose, c'est l'adaptation du plan. Et c'est pour ça que la troisième faute, à laquelle je viens maintenant, c'est de croire que moi, parce que je suis chef d'entreprise, hyper doué, etc., je vais faire un plan, ça va marcher et les gens vont suivre. Eh bien non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et le chef d'entreprise va rencontrer tellement de difficultés sur le terrain,
qu'il n'arrivera pas à les régler toutes. Il faudra que ce soit chacun de ses collaborateurs qui trouve une solution, etc. Et donc, si je n'ai pas compris que la stratégie, c'était vouloir faire un plan qui va vite être caduc, mais dont j'ai besoin pour arriver jusqu'à la réalité, c'est aussi faire en sorte que les femmes et les hommes qui me sont confiés aient envie que ça fonctionne. Et donc, c'est pour ça que je suis obligé de m'intéresser au leadership. Je ne peux pas déléguer le leadership aux responsables des ressources humaines, ça n'a pas de sens. C'est le patron qui est responsable de la confiance, de la motivation, etc. C'est lui qui est absolument responsable de ça. C'est ça, les 3 grandes fautes. Ne pas définir un point d'arrivée parce que j'ai peur d'en définir un. Penser que le plan va me sauver des aléas, ce qui est faux. Si vous n'en faites pas, c'est grave, mais le plan ne va pas vous sauver. Ce qui va vous sauver, c'est la volonté des femmes et des hommes que vous aurez fait converger vers votre ambition. Pendant le tournage du cours Sator, il y a un moment qui nous a un petit peu ému, c'est votre développement sur le général Leclerc, qui pour vous est un modèle de leader stratège qui s'intéresse à l'humain. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce personnage? Racontez-nous un petit peu le génie stratégique à la Leclerc et en quoi il vous inspire. Alors, c'est le deuxième grand général français. Je ne jette pas derrière les Koenig, les Delatte qui ont été des grands généraux. Mais les 2 grands généraux qui émergent quand même comme les 2 grands modèles, c'est De Gaulle et Leclerc. Notons bien qu'ils se situent à 2 niveaux très différents. Autant De Gaulle fut le grand stratège français du XXe siècle et le grand stratège français de la Deuxième Guerre mondiale, bien évidemment. Et c'est De Gaulle, grâce à son art stratégique, que la France est revenue à peu près ce qu'elle était, qu'elle a retrouvé la place qu'elle avait avant dans le concert des nations, et on pourra en parler un peu si vous voulez. Et Leclerc, lui, agit à un niveau tactique. Il commande une division blindée, alors que la France libre, et donc c'est 15 000 hommes, alors que la France libre, c'est des centaines de milliers de résistants, etc. Donc on n'est pas au même niveau. Mais là où Leclerc est quelqu'un d'extraordinaire, c'est parce qu'à son niveau à lui, 15 000 hommes, c'est comme déjà une belle entreprise, 15 000 hommes, hein, il arrive justement à tendre la volonté de ses collaborateurs vers un objectif. Et ça commence, c'est intéressant, ça commence à Koufra. C'est au milieu du désert libyen. Leclerc a reçu la mission de libérer l'Afrique avec ses hommes. Et il y part tout seul. Enfin, il arrive à ramener le Cameroun puis d'autres pays de l'Afrique occidentale et équatoriale française dans le giron de la France libre. Mais les gens ne croient pas à la France encore, et puis ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas d'armes, etc. Et il dit à ces gens-là, on va gagner quelque chose. Donc il les amène gagner une première bataille, un quick win, pour leur donner de l'espoir. C'est la citadelle de Koufra, qui est tenue par les Italiens et que Leclerc fait tomber par ruse assez facilement. Mais ces gens sont encore un peu désemparés, ils sont contents, mais ils n'ont pas de la vision qui va les entraîner au loin. Et donc il leur fait jurer ce qu'on appelle dans l'histoire militaire et dans l'histoire tout court le serment de Koufra. Donc il met ses hommes au milieu de la place d'armes et il leur dit « Nous allons jurer ensemble ceci, jurer de ne déposer les armes que quand nos belles couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. » Et donc pendant les 3 ans qui vont séparer, c'est 41 et Strasbourg est pris en novembre 44, pendant ces 3 ans-là, toute la 2e division blindée est tendue vers un seul objectif. Ils vont se battre au Faisan, ils vont se battre en Tunisie, ils vont repartir en Angleterre, ils vont aller libérer Paris, on se le rappelle, le 25 août 1944. Mais tout le temps, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ces gars-là, une chose, voir les couleurs de la France flotter sur l'unique flèche de grès rouge de la cathédrale de Strasbourg. Et alors, ils se battent tout le temps, ils vont rester ensemble, unis vers cet objectif. Et alors, il est stratège à son niveau à lui, qui était un niveau de tacticien. Donc, d'une part, il a complètement fédéré sa troupe. Et moi, j'ai commandé un régiment de la 2e division blindée bien plus tard. Et donc, j'ai vu des anciens, quand ils parlaient de Leclerc, ils étaient toujours, ils avaient porté toujours dans le regard perçant de Leclerc, c'était les hommes de Leclerc. Ils avaient vécu 4 ans, leur vie, c'était 4 ans avec le général Leclerc. Et derrière, si vous voulez, c'est un homme qui est authentique, il veut quelque chose, il n'y a pas de différence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il porte complètement son message. Et il a une culture qui va donner, c'est la culture de l'initiative.
il y a deux choses. Aller vite. Il est officier de cavalerie comme je l'ai été. Et donc on va vite, on se fait confiance. Et c'est pour ça que le général Leclerc ne donne pratiquement pas d'ordre. Il donne l'objectif, il y a une culture commune de la 2e division blindée, il donne quelques limites droite-gauche, et ensuite il sait que ses collaborateurs feront eux au mieux pour prendre les initiatives. On appelait ça l'esprit Leclerc, qui est basé sur quoi fondamentalement? Sur la confiance dans l'homme. Leclerc fait confiance dans l'homme, comme tous les militaires doivent le faire. L'humain est capable du meilleur. Si j'arrive à lui faire vouloir ce que je veux, alors il se donnera complètement. L'homme peut être ordinaire, mais si vous arrivez à le persuader qu'il faut pour lui-même d'ailleurs aller là-haut, alors il ira avec vous et vous lui ferez faire des choses extraordinaires. Avant de passer aux questions du public, peut-être une question qu'on est à mon avis beaucoup à se poser, mais à quoi ça ressemble le quotidien d'un général en opération? J'imagine bien que vous ne pouvez pas nous en dire trop, mais peut-être un peu, pour nous permettre de visualiser ce que c'est que en fait, votre métier. Alors si, je vais vous dire un certain nombre de choses. Et comme je m'attendais à ce que vous prépariez, se posiez cette question, je crois qu'elle allait venir tout d'abord. J'ai quelques notes quand même pour. Mais alors, d'abord, la journée d'un général, il n'y a pas de journée type d'un général. La guerre, c'est d'abord l'inattendu, le chaos, la surprise, incertain. Donc il n'y a pas de journée type. Après, vous auriez pu me poser la question simple, où est le général? Et là, la réponse est toujours la même. Vous demanderez à n'importe quel général, il vous le dira, là où je serai le mieux pour commander. Et donc, très souvent, il est devant, parce qu'il a un rôle d'entraîneur. Et donc, jusqu'à un grade très élevé, les généraux sont devant et ne s'embêtent pas, si vous voulez, avec les problèmes logistiques. C'est-à-dire, le général, il va concevoir la manœuvre, enfin, il va, avec ses collaborateurs, toujours, tout ordre militaire est co-construit. Ça, c'est intéressant de s'en rappeler. Mais une fois que l'affaire est co-construite, le général va donner son idée, ce qu'on appelle une idée de manœuvre, on appelle ça une intention. Voilà, en gros, ce que je veux faire. Après, son état-major va travailler et lui proposer des solutions de mise en œuvre. D'accord? On voit bien la différence. Il est au niveau stratégique, voilà mon intention, et les bureaux, on a des bureaux, plans, renseignements, etc., vont travailler pour lui préparer une solution. Mais une fois qu'il a fait ça, il va laisser son état-major conduire l'affaire, et lui, il va être devant pour voir ce qui se passe. Il faut que les soldats sachent qu'il est avec eux, ce qui est absolument fondamental. Donc il n'est pas derrière, le général il est devant. C'est pour ça que la proportion, pourquoi est-ce qu'il y a des généraux russes, on disait on comptait les généraux russes qui mouraient au début de la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils sont devant, ils ne sont pas dans leur PC derrière. Et donc oui, le général, si on le repère, il va mourir avant les autres. Donc la proportion d'officiers à la guerre qui meurent par rapport aux sous-officiers et aux soldats est plus importante. Il y a plus de sous-officiers relativement que d'hommes du rang, relativement, qui meurent, parce qu'on est toujours devant. Vous savez, les hommes, et les humains, c'est comme les spaghettis. Ah bon? Ah ouais, c'est comme les spaghettis cuits. C'est-à-dire que si vous voulez faire avancer un spaghetti, essayez, mettez-en sur une table, si vous poussez, il ne se passe rien. D'accord? Il faut tirer. Et ça, c'est une règle permanente du management. Les hommes suivent. Et j'aime bien à Fort Benning, qui est l'école de l'infanterie américaine, il y a une grande statue, et c'est pas I follow you, le gars est devant, c'est follow me. Je suis devant. Et c'est toujours comme ça, évidemment. Ce qui a posé des problèmes pendant le débarquement, on en parlait. Parce que dans les barges de débarquement, le principe était appliqué. Follow me. Les officiers sont devant. Les officiers sont devant. Mais quand les barges s'ouvrent, les officiers sont morts en premier. Et la troupe avait perdu une grosse partie de son encadrement. Parce que là, c'était difficile de faire le contraire. Mais en tout cas, on voit que ça peut évidemment poser des problèmes. Alors, j'ai noté quand même quelques idées par rapport à ça. Et donc, on a vu combien? 5 minutes? Bien sûr, bien sûr. J'en profite pour faire une petite incise à la caméra. Ouais. Pour vous dire que déjà, on est toujours en live sur 4 réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, Twitch et Facebook. Et puis, le cours du Général Vincent Desportes, c'est le premier qu'on a tourné. 5 cours sont d'ores et déjà disponibles sur la plateforme Sator. Le deuxième que nous avons eu la chance de tourner, c'est le génie des champignons, la magie du monde fongique avec le mycologue Guillaume Lopez. Ensuite, nous avons l'essence du droit avec le juriste François Host. Et puis, nous avons comprendre les institutions avec le politologue Benjamin Morel qui permet clé en main de savoir comment fonctionne l'État, les collectivités territoriales et l'Union européenne. Et puis, nous avons un cours sur destination sommeil, comprendre et se réapproprier son sommeil, très utile avec des exercices pratiques.
par Mireille Barrault, qui est une des plus grandes expertes du sommeil en France. Cher Vincent, je me retourne vers vous. D'accord, très bien. Alors, bon, c'est pas que je ne sache pas comment fonctionne un état-major, mais je il y a quelques idées principales, on ne peut pas tout expliquer. Donc, je vous parler d'organisation, de management des ressources et de management des hommes, d'accord? Alors, en termes d'organisation, d'abord, le principe de base, c'est un peu ce qu'on a dit. On va définir un objectif global qui va servir en permanence de référence stable, si vous voulez. Les choses vont changer, la guerre bouge, mais on est très très clair sur l'objectif. Je le disais, le but, ça c'est très clair. Et dans tous les ordres militaires, même si l'ordre fait 500 pages parce que c'est un ordre pour commander une armée, vous avez la phrase qui s'appelle l'intention, c'est le général qui l'écrit lui-même, il signe, ça fait 5 lignes, voilà ce que je veux. Les gens savent où on va et après ils vont tout faire en sorte que ça marche. Donc objectif global qui est une référence stable. La deuxième chose, c'est dans nos états-majors, c'est le principe de clarté. On sait bien qui décide de quoi. Alors, c'est défini de manière générale, mais en chaque occasion, on est bien clair sur qui est responsable de quoi. Il n'y a pas de flou là-dessus. Chacun sait de quoi il est responsable. Ensuite, on fait attention à bien séparer celui qui va décider, donc le général, de celui qui prépare la décision. Parce que quand vous préparez la décision, celui qui prépare la décision, il doit préparer 2 ou 3 options, il ne doit pas lui-même choisir. Et donc, il est bon qu'à la fin de l'analyse, les collaborateurs disent, voilà, au fond, on a repéré 3 possibilités, avantages, inconvénients, et c'est le général, en son âme et conscience, qui va décider. Donc, séparation de celui qui décide, de ceux qui vont préparer et qui sont dans leur boulot, là, qui sont pris, etc. Il y a des biais cognitifs qui se passent. Donc, je ne sais pas bien. Ensuite, très important pour nous, séparation des opérations et de la planification. Je planifie pour le long terme, mais je me sépare du présent de manière à ne pas être trop accroché au présent. Sinon, la planification, c'est jamais que de l'amélioration du présent. Donc, on a 2 équipes différentes. Il y en a une qui conduit les opérations, ça s'appelle un G3, c'est le bureau opération, et puis il y a un G5, celui qui vont planifier pour le long terme. Et ensuite, ce qu'on a planifié va passer aux opérations, ils vont le faire, et le planificateur vont repartir pour l'étape d'après. Alors ça, c'est très important pour nous, mais séparation, mais couplage. C'est-à-dire qu'on voit bien que les opérations influent sur la planification. Donc vous avez néanmoins quelqu'un qui va faire des allers-retours permanents, et dès que quelque chose dans les opérations va rendre caduque une des hypothèses de la planification, on va l'intégrer dans la planification. Donc séparation et en même temps couplage, pour que la planification ne soit jamais faite en dehors du réel et du champ de contraintes et des ressources dans laquelle se déploie l'action. L'organisation, il est séparé en 4 grandes fonctions. D'abord, une fonction connaissance, une fonction renseignement. Et là encore, on va séparer le renseignement des opérations. Parce que sinon, il y a un biais, si vous voulez. Sinon, si vous faites du renseignement en sachant déjà ce que vous avez envie de faire, vous avez un biais dans la recherche. Donc, ceux qui recherchent, ils vont rechercher pour la recherche. Et on va donner l'information à ceux qui font les opérations de manière, encore une fois, qu'il n'y ait pas de biais cognitif qui s'installe entre les deux. Donc, renseignement, ensuite, opération, donc c'est court terme, coordination, préparation des ordres. Et la 3e fonction, c'est planification. Et la planification, j'affine un peu par rapport à ce qu'on a dit. On a une planification court terme, par exemple 48 heures. Et puis on a une planification long terme. Par exemple, ça peut, je sais pas quoi, ça peut être 6 mois ou ça peut être 10 jours. Vous voyez, on va couper donc des équipes différentes qui ne s'occupent pas de la même tranche de temps, de manière à ce que chaque tranche de temps ne pollue pas l'autre. Et puis après, on a la fonction communication. Ensuite, qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème qu'on n'a pas prévu? Le signe noir, ça arrive tout le temps. Alors, on ne veut pas casser la machine, donc on va prendre dans les différentes équipes, on va prendre un logisticien, quelqu'un qui a le soutien, quelqu'un des opérations, quelqu'un de la planification, et on va constituer une équipe ad hoc qui va travailler le problème, qui va préparer des solutions, qui va la proposer, le général va décider. Une fois que la décision est prise, ça redevient dans l'exécution et l'équipe se dissout. On ne veut pas tout casser pour un exercice, mais à chaque fois, on va prendre des gens, on constitue une petite équipe ad hoc qui règle le problème, qui ramène la solution une fois que le général a décidé et on le fait. Voilà. Et puis, on a deux principes là-dedans, le principe de subsidiarité et le principe de suppléance.
Qu'est-ce que c'est, subsidiarité? C'est-à-dire que je laisse décider la décision à celui qui est le mieux à même de la prendre. Et ça peut être, peut-être pas un soldat, mais un lieutenant sur le terrain, plutôt que le général qui est là-haut. Donc je fais confiance. Lui, il est sur le terrain, il voit, il a compris l'esprit général de la manœuvre, il sait ce qu'on veut, je lui fais confiance, il va décider. Donc, subsidiarité. Je vais déléguer au maximum. Nous disons que le mieux commandé, c'est le moins commandé. Plus je commande, moins je tire parti de l'intelligence de mes collaborateurs. Donc, je vais commander le moins possible et je vais déléguer à ceux qui sont sur le terrain et qui connaissent. Principe de suppléance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas donner à toutes les unités tous les moyens. Donc, on va conserver des moyens. Par exemple, les hélicos, on en a toujours peu. Donc, les hélicos, sauf exception, on va les garder derrière. Et quand tel colonel dit bon, moi j'ai besoin de 3 hélicos pour faire telle petite opération, on va donner les hélicos, il fait son opération, on les reprend et on les garde au centre de manière à ce que ce soit toujours disponible pour l'intégralité. Voilà, en ce qui concerne le management des ressources, on comprend bien quelque chose. L'effet majeur va entraîner les renoncements. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'art du stratège, c'est aussi l'art de la renonciation. Parce que si je choisis 3 batailles, je choisis aussi 10 batailles que je ne conduirai pas. Et donc, c'est ça qui est souvent difficile. Et les batailles, elles sont faites. Napoléon était très fort. Je me concentre, je prends des risques à droite, mais je me concentre là, j'y crois, c'est un pari, je gagne là, mais j'ai pris des risques. Donc, il va falloir avoir des renoncements. Ensuite, on fait attention à économiser les ressources. Nous, au combat, vous l'avez bien vu en Ukraine. Là, ça a commencé il y a 1 an, les gars, ils combattent 24-24. Et donc, il va falloir économiser, organiser les rotations pour vivre dans la durée, parce que la guerre aujourd'hui, compte tenu des moyens de combat nocturne, ne s'arrête évidemment jamais. Donc, on économise et on organise de manière à durer, ce qui est vrai aussi pour le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, s'il est tout le temps au boulot, s'il ne dort pas, il va crever. Donc, il va falloir qu'il sache déléguer, il va falloir qu'il sache se faire relever, il va falloir qu'il sache ne prendre que les décisions de son niveau et pas les autres. Donc, dans l'entreprise, le bon stratège s'organise aussi pour durer. C'est une des conditions de l'efficacité. Et puis, évidemment, vous l'avez compris, on s'intéresse beaucoup, en ce qui concerne les ressources, on s'intéresse beaucoup au moral, puisque la véritable force des armées, c'est le moral. On voit bien que la différence aujourd'hui entre l'armée, une des différences importantes entre l'armée ukrainienne et l'armée russe, c'est une différence de morale. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont convaincus de leur objectif, il faut que l'Ukraine vive, et les autres, ils sont convaincus de rien. Demandez aux prisonniers que Prigojine amène dans les troupes de Wagner pour se faire, ils sont convaincus de rien. Voilà. Ensuite, en continuant sur les hommes, on va cultiver la souplesse. On ne croit pas à la rigidité, donc on va encourager les initiatives en permanence et encourager la pensée créative. Et là, je reviens à une caractéristique de la stratégie. La stratégie, elle est innovation par nature. La stratégie, elle est créativité. Si vous êtes follower, vous ne pouvez pas gagner. Le stratège, c'est celui qui arrive à trouver, qui ne fait pas de l'efficacité opérationnelle, mais celui qui fait du positionnement stratégique. Ça nous rappelle l'océan bleu, etc. Et donc, il va falloir de la créativité, il faut de l'innovation, c'est au cœur de la stratégie, donc il faut l'encourager. Ensuite, on va encourager la coopération à tous les niveaux, parce que l'armée, c'est toujours une convergence d'actions, donc il faut que les gens soient capables de coopérer, comme dans une entreprise. Le financier coopère avec le comptable, qui coopère avec l'opérationnel, etc. C'est bien dans la conjugaison des efforts, un terme qui est important pour nous, qu'on arrive au résultat. La stratégie ne sera réalisée que si je fais dialoguer des logiques, comme le disait Edgar Morin, ce qui est une très bonne formule. Donc on va promouvoir l'esprit d'équipe, la confiance, l'objectif commun, etc. On va aussi admettre que personne ne prendra tout le temps des décisions parfaites. D'ailleurs, nous rejetons l'idée même de meilleures décisions, ça n'existe pas. À un moment donné, je prends une décision parce que je crois que c'est la bonne, puisque nous n'avons pas accès à la complétude des connaissances. Donc, au fond, nous prenons la décision la moins insatisfaisante. Et nous devons admettre que certaines décisions seront mauvaises. Mais nous pensons qu'il vaut mieux qu'il y ait quelques décisions mauvaises, mais que nous décidions quand même, parce que le pire, c'est de ne pas décider. Une armée qui prend plus de décision, qui arrête, qui est figée, quoi qu'il arrive, elle perd. C'était le général MacArthur qui disait, je crois, quand tu ne sais pas ce que faire, attaque, reste pas. De toute façon, il faut avancer. Pourquoi ? Parce que le succès est toujours dans l'initiative.
Le succès est dans l'initiative. Si je ne prends pas d'initiative, c'est l'autre qui a l'initiative, donc il me prend ma liberté d'action et je vais perdre. Et donc derrière, mais ça vous l'avez compris, le chef, lui, va donner la direction générale et il va laisser les modalités d'action être définies par les collaborateurs. C'est pour ça que ça peut vous surprendre, mais un ordre militaire, il est toujours interprétable. Il est toujours interprétable. Je définis le but, je définis les moyens aux collaborateurs de trouver, en fonction des circonstances réelles qui vont se développer à chaque instant, eh bien, le moyen de parvenir au résultat. C'est pour ça que nous pensons, en reprenant une expression d'un grand général français, que l'initiative est la forme la plus aboutie de la discipline. Voilà. Merci. Je vais prendre ma tablette pour voir un peu les questions du chat. On en a reçu pas mal, et notamment une première d'Amélie qui nous demande alors, comment peut-on faire rimer stratégie, efficacité et productivité, mais avec le bien-être et sans être dans un système managérial glacial et manipulateur? Alors, d'abord, effectivement, stratégie, efficacité, productivité, ça va ensemble. Elle est faite pour ça, on a dit problème de rendement. Et on peut le faire si on comprend bien que le leadership est tout dans cette affaire-là. Et que si je dois absolument amener les femmes et les hommes qui me sont confiés à avoir envie de ce que je leur demande. Et donc, si je ne vais pas chercher dans l'humain, ça ne marchera pas. Si je ne comprends pas qu'un humain, c'est certes un cerveau, mais c'est beaucoup plus encore un cœur et des tripes, et qu'au fond, faire la stratégie, c'est faire converger les actions, mais faire converger des cœurs et des tripes, alors ça ne marche pas. Donc je dois bien comprendre qu'au fond, ce sont les humains qui produisent l'efficacité. Et donc, après, dans le cours Sator, on en parle beaucoup de leadership. Comment faire en sorte que les femmes et les hommes aient envie de ma propre ambition? C'est une affaire de leadership. Et donc, je ne peux pas découpler la stratégie et le leadership. Ça, c'est clair, bien sûr. Donc, respect humain, confiance, enfin, tout ça. Mais c'est fondamental. C'est pas au-dessus, c'est fondamental. Ce qui nous ramène un petit peu à l'exemple du général Leclerc. Et j'ai une question de John à ce sujet, au sujet de la méthode Leclerc. En fixant les objectifs et en faisant confiance à l'homme, au manager par exemple, pour mettre en place la tactique qui va mener au succès, est-ce qu'on ne risque pas de déresponsabiliser le stratège en cas d'échec pour en fait surresponsabiliser l'individu, le manager, donc risque de stress, de burn-out, etc. Et deuxième partie de la question, en particulier lorsque les moyens ne sont pas au niveau des ambitions, ce qui est une tendance en entreprise. Oui, vous avez raison, mais il n'y a pas que 40 solutions. Soit vous dites, je ne délègue pas, je fais tout moi-même, et ça ne marche pas. Et puis, vous n'utilisez que votre intelligence à vous. Donc, l'autre solution, c'est de déléguer et de faire confiance. Oui, il y aura des erreurs. Alors, maintenant, vous déléguez, et là, on trouve une responsabilité par rapport à la confiance. Le rôle du chef, c'est aussi de mesurer la confiance qu'il peut faire à son collaborateur. Je suis colonel, j'ai des capitaines, je les connais. Il y en a à qui je peux faire complètement confiance dans tel type de mission, d'autres complètement confiance dans tel autre type de mission. Et donc je mesure et je vais déléguer ce que je peux déléguer. Si tout échoue, c'est que j'ai mal mesuré la part de confiance ou que je n'ai pas formé mes collaborateurs correctement, j'ai délégué au-delà de ce que je pouvais faire. Et donc ça, c'est aussi une responsabilité très importante du chef, stratège, connaître ses collaborateurs et décider ce qu'il peut, jusqu'où il peut leur faire confiance, tout simplement. Alors, deux questions assez similaires. Une première de Mohamed qui nous demande quelle stratégie face à un ennemi bien préparé lorsque l'on n'a pas été préparé. Et peut-être deuxième question ensuite, qu'elles sont assez proches. Luc qui nous demande quelle stratégie bâtir en situation asymétrique, justement lorsque l'autre est fort et que nous n'avons que peu de moyens. Alors, la deuxième question est simple. Si l'autre est fort, vous avez toutes vos chances. Parce qu'il va croire que comme il est fort, il va gagner. Ce sera encore une fois les Américains en Vietnam, en Irak et en Afghanistan. Moi, je crois que la ruse finit dans le temps long toujours par l'emporter sur la puissance. C'est comme ça. Et donc, si vous êtes plutôt faible, attendez, reculez, cédez, échangez du temps et de l'espace de manière à pas être à vous affaiblir. Mais si vous êtes faible, c'est pas très grave. Mesurez bien ça et tirez parti de votre faiblesse pour contourner. Regardez du Guesclin, regardez Monsieur de Charette, etc. Chacun trouve des moyens malgré sa faiblesse. Donc être
faible, être très 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 faible, c'est peut-être pas très bon, mais être faible en soi, c'est plutôt une chance. Ok. Alors maintenant, si vous êtes attaqué par quelqu'un qui est préparé et vous pas, eh ben, il faut partir. Vous n'êtes pas un bon stratège, dégagez. Votre travail de stratège, c'est d'être préparé, de vous être préparé à l'imprévu. Et là aussi, vos collaborateurs, vous pouvez les former à l'imprévu. C'est ce qu'on fait en permanence dans les armées. On met nos collaborateurs en permanence dans des situations qui sont totalement imprévues pour voir comment ils s'en sortent. Ils s'en sortent souvent à cause de l'esprit d'équipe, l'esprit de corps. On est devant une situation imprévue, mais je vais m'en sortir ensemble. Donc on voit bien que l'impréparation, je peux passer au-delà si je me dis que je vais faire face à des choses qui sont inattendues. Et ça, c'est une autre idée forte chez le stratège, c'est qu'il doit s'attendre à l'inattendu. Je dois m'attendre d'être frappé par un coup que je ne connais pas, je ne sais pas où il va arriver, je ne sais pas ce qu'il va faire. Et donc, je forme mes équipes à la résilience et à la capacité de rebond. Donc, au fond, si je fais ça, je serai toujours préparé. Et dernière question de Nicolas. Quelle lecture recommandez-vous à un aspirant stratège? Ah, je ne saurais trop recommander mes derniers ouvrages, évidemment. Et j'ai écrit 3 ouvrages récemment que j'ai utilisés, évidemment, dans le grand cours Sator, qui sont entrée en stratégie, où j'essaie d'expliquer ce que c'est que l'univers stratégique. Le deuxième, publié il y a un an, qui s'appelle Viser le sommet, devenez stratège, les différents outils. Et puis, enfin, le livre que j'ai publié il y a quelques jours maintenant, qui s'appelle Devenez leader, parce que je voulais publier ça. Mais le meilleur conseil, c'est de suivre le grand cours Sator. Il n'y a pas de questions, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Général Vincent Desportes, pour cet entretien riche et passionnant. Je me retourne vers vous une dernière fois. C'est notre premier symposium Sator, et pas des moindres. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu. C'est important pour nous qu'on puisse être une structure apprenante et qu'on puisse tirer des leçons de ces premières expériences. Quant à Sator, eh bien, on vous retrouve très bientôt pour de nouveaux symposiums. On remercie Naama qui nous a hébergés dans ce magnifique espace, ce magnifique lieu de cowork où on sent vraiment une très belle énergie. Sur Sator, nous allons bientôt sortir de nouveaux cours. Je ne vais pas vous les dévoiler maintenant parce qu'on vous réserve quelques surprises. Donc n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux pour être tenu informé. Je peux d'ores et déjà vous dire que les 3 prochains cours porteront sur démocratie et écologie, sur les neurosciences comportementales au quotidien et sur réussir la transition énergétique. Et allez, un 4e, les limites planétaires, comprendre quelles sont les limites planétaires. Donc à très vite sur sator.fr.